Départ du président Alassane Ouattara pour le Libéria. Aujourd'hui s'ouvre le sommet de Zouédrou, sommet qui va plancher sur la question des 50 000 exilés ivoiriens au Libéria. Santé, VIH, SIDA, les acteurs définissent des mécanismes en cas de crise. Alors, tenue d'un atelier de tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie du siècle. Et vous aurez les détails dans votre journal. Et hors de nos frontières, cette vive émotion en France, les lycéens se mobilisent contre l'expulsion d'une famille en situation irrégulière. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour le Libéria. Il va prendre part à la rencontre quadripartite Côte d'Ivoire-Libéria Onissi-Minul qui se tient ce jour à Zouédrou, localité située à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le sommet de Zouédrou va donc favoriser le retour des Ivoiriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre. Encore 50 000 réfugiés ivoiriens sont au Libéria. Le conclave du Grand Ouest, donc une rencontre pour parler de la situation sécuritaire dans les zones frontalières et l'implication des communautés dans le rétablissement de la paix, nous dit Alvorassa. C'est une rencontre importante pour la sécurisation de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire qui va se tenir ce samedi à Zouédrou, localité située à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Cette rencontre dite conclave du Grand Ouest sera l'occasion pour les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, de s'entretenir avec les autorités politiques, préfectorales et traditionnelles libériennes. Ce conclave du Grand Ouest, décidé lors d'une réunion quadripartite qui s'est tenue le 5 avril dernier à Monrovia au Libéria, entre les représentants des gouvernements du Libéria et de la Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies au Libéria et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, est l'occasion pour les deux parties de se rapprocher pour asseoir des points de vue communs sur les questions humanitaires, sécuritaires et également de justice pour une paix définitive le long de la frontière entre les deux pays. Le téléphone portable ne doit plus être utilisé au volant. Décision majeure du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu hier au Palais de la Présidence. Objectif, réduire le nombre d'accidents de la route. Les contrevenants devront payer une amende de 10 000 francs CFA. Le décret a pris effet hier vendredi, date de sa signature. Viviane Aimé. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises par le Conseil, une mesure que sans nul doute de nombreux usagers de la route vont applaudir. À compter de ce vendredi 18 octobre, l'utilisation du portable au volant est interdite sous peine d'amende. Nul n'ignore les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant. À ce jour, même si notre pays ne dispose pas encore de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont démontré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collisions que les non-utilisateurs de téléphone au volant. Le non-respect de cette disposition est puni évidemment par le paiement d'une amende, puisque c'est une contravention de la deuxième classe. La loi pénale prévoit que les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 10 000 francs. Donc pour l'heure, c'est 10 000 francs. Une journée nationale du cacao et du chocolat sera instituée pour créer un intérêt national autour du cacao qui reste encore une des mamelles de l'économie ivoirienne. Il s'agit, à travers des manifestations, de mobiliser l'attention de la nation tout entière sur l'ensemble des activités cacaoyères, d'honorer et de magnifier principalement les producteurs de cacao, de susciter une nouvelle classe de jeunes producteurs et de faire connaître aux acteurs économiques les opportunités qui leur sont offertes en matière de transformation du cacao. Naturellement, la journée sera financée par le Conseil du café cacao et par les producteurs. L'activité jusque-là illégale des orpailleurs ne s'exercera plus dans la clandestinité. Les orpailleurs seront recensés et leurs sites d'extraction identifiés. Le gouvernement va désormais encadrer cette activité. L'abbé Pierre Pango, un des concepteurs de l'Abidjanaise, l'hymne national, et le journaliste Jean Hélène, correspondant de RFI à Abidjan, lâchement assassiné en 2003, recevront chacun une distinction à titre posthume
dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. L'usage du téléphone au volant interdit. Que pensent les Ivoiriens de cette décision du gouvernement? Leur réaction au micro d'Estelle Brou et de Michel Digré. Téléphoner au volant, une pratique dangereuse qui est entrée dans le mœurs des automobilistes en Côte d'Ivoire et qui est à la base de nombreux accidents. Des études réalisées dans plusieurs pays ont révélé que l'utilisation du téléphone portable au volant occasionne plus de 38% des collisions. Longtemps toléré, le gouvernement ivoirien passe à la vitesse supérieure dans la répression de cette pratique. Un décret sur l'interdiction du téléphone portable a été pris lors du Conseil des ministres de ce vendredi. Une décision approuvée par les populations. Le gouvernement a eu vraiment une grande vision. Le chauffeur qui prend le portable peut faire une fausse action et puis ça peut causer un accident. Vraiment, il serait intéressant qu'on ne prenne pas le téléphone portable au volant. C'est très bien puisque ça va éviter beaucoup d'accidents. Je pense que le décret interdisant le téléphone portable au volant est bienvenu et c'est pour la sécurité des usagers de la route, donc il n'y a pas à s'en plaindre. Le téléphone au volant, non seulement ça distrait le conducteur et ça provoque beaucoup d'accidents. Ce décret, qui prend effet ce 18 octobre, précise que l'interdiction concerne aussi bien l'usage du téléphone portable que les kits main libre, tout aussi dangereux. Les contrevenants s'exposent à une amende de 10 000 francs CFA. Cette audience du Premier ministre, il a échangé avec Olivier Bouygues, directeur général délégué du groupe Bouygues. Le groupe, on le sait, intervient dans différents secteurs en Côte d'Ivoire et il s'est agi pour les deux personnalités de faire le point des différentes activités du groupe en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la construction et de l'énergie. Hugues Hervé Blé. Le groupe Bouygues va tenir ses engagements en Côte d'Ivoire. Olivier Bouygues, le directeur général délégué du groupe, l'a dit au Premier ministre qu'il a reçu en audience. Le groupe Bouygues est engagé en Côte d'Ivoire dans les BTP, l'énergie, les routes et dans bien d'autres secteurs. De certains parmi eux, il était question avec un grand intérêt. Le pont, c'est quand même un gros sujet à Abidjan. Et donc, je sais que c'est une préoccupation de tous les Ivoiriens. J'ai confirmé les dates de livraison à Monsieur le Premier ministre. Il sera livré en décembre 2014. Et puis après, les problèmes de l'énergie, ça reste un grand sujet d'actualité en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de travail à faire. On a démarré les investissements et c'est pareil, on s'est engagé à livrer les nouveaux investissements, les nouvelles productions. En avril dernier, le groupe français Bouygues a annoncé des investissements de plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour la production d'une quantité de gaz suffisante afin d'assurer les besoins de la Côte d'Ivoire et produire de l'énergie électrique. Le groupe français se veut un partenaire disponible de la Côte d'Ivoire, pays en forte croissance. Une page santé dans ce journal. Les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire viennent de tenir un atelier ici à Abidjan. Objectif de la rencontre, tirer les leçons de la réponse apportée au VIH-Sida de 2010 à 2013 et définir des mécanismes plus efficaces en cas de situation d'urgence ou de crise humanitaire. Victorine Yaoyobwe pour plus de détails. La crise de 2010 en Côte d'Ivoire a entraîné le déplacement d'1 500 000 personnes. Plusieurs infrastructures sanitaires ont été détruites, laissant le champ libre à la propagation de l'épidémie du VIH-Sida. Dans la région du Cavali-Guemon, avec le mouvement des populations, le VIH-Sida a été ressenti comme un poids, n'est-ce pas, au niveau des populations. Aujourd'hui, les produits et les médicaments sont disponibles. Donc la prise en charge des populations se fait correctement. L'État, soutenu par l'équipe conjointe du système des Nations Unies, a essayé de contenir l'épidémie. La séroprévalence nationale est passée de 4,7% en 2009 à 3,7% en 2012. Le résultat est positif, mais il pourrait être meilleur si tous les acteurs s'entendaient sur les mesures à prendre en cas de crise. Les populations vulnérables seraient mieux protégées. Il s'agit, n'est-ce pas, de penser à la mise en place, par exemple, des médicaments de première nécessité, à prédisposer les antirétroviraux, des préservatifs, des kits de prise en charge des viols. C'est ça. Et quand c'est préparé, c'est prépositionné, on sait où aller, on sait où diriger les malades ou les populations en cas de nécessité.
L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de crise. Il revient alors à chacun de se protéger du VIH-Sida et à encourager les séropositifs à suivre correctement leur traitement. Les personnes handicapées célèbrent la Journée internationale des paralytiques. Pour marquer l'événement, les handicapés ont lancé un appel pour attirer l'attention des autorités sur leurs conditions de vie. Regardez. Reine Poblaï. Cette jeune dame est handicapée depuis l'âge de 2 ans. Une situation due à la poliomyélite. Aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Difficile pour elle de se déplacer. 30 années déjà qu'elle vit les mêmes difficultés. Quand je vais aller prendre la douche, je prends un tabouret. Je m'assois sur le tabouret pour entrer dans la douche. Maintenant, si je veux laver mes habits, je reste dans le fauteuil, je m'abaisse et puis je lave les habits. Si je veux sortir à cause de les marches là, je demande à quelqu'un de m'aider de sortir. Quand je reviens, je demande à quelqu'un aussi de m'aider pour pouvoir rentrer. Ce 18 octobre, tout comme elle, d'autres handicapés vivent le même calvaire. Des handicapés qui, à l'occasion de la célébration de la journée du paralytique, ont souhaité l'amélioration des conditions de vie et un accès facile à l'emploi. Toutes nos subventions sont coupées. Au niveau de la mairie de Djokwe et du conseil général, nous n'avons pas de subventions. Nos souhaits réellement, c'est que l'État pense à cela pour nous apporter beaucoup d'AGR pour que tous les gens puissent prendre en compte, pour ne pas que ce soit des mendiants dans les rues. On souhaite que l'État de Côte d'Ivoire permette à la personne handicapée de pouvoir quand même accéder directement à la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, on a assez de personnes handicapées qui sont diplômées mais qui sont dans la rue. Tout simplement parce que lorsqu'ils veulent postuler à des emplois, et on leur dit que ces emplois ne leur sont pas adaptés. Cette célébration, la 4e édition, est une initiative de l'Association des paralytiques de Côte d'Ivoire, une structure qui revendique 3000 membres. Aujourd'hui, journée mondiale de l'alimentation également en Côte d'Ivoire. La célébration officielle a lieu à Boisflé. La durabilité de la production alimentaire est au cœur de cette célébration. Le circuit de distribution des produits vivriers avec Noël Nyagno. Marché Gourou Dagamé, les vivres sont au rendez-vous. C'est la bonne période. Du mois de août jusqu'à dans le mois de septembre, il y a la nourriture en Côte d'Ivoire. Parce que quand le riz sort, la banane sort, l'igname, en tout cas, il y a beaucoup de vivres en Côte d'Ivoire et la nourriture ne manque pas. Seulement voilà, le coût d'un denrée alimentaire est resté élevé malgré l'abondance. Les consommatrices s'interrogent. Aujourd'hui, là, je suis venue jusqu'à le marché, je me retrouve avec une somme de 1000 francs. J'imagine comment je vais faire et payer le transport reparti. Tout est cher et c'est très très dur. Au départ, ils nous ont dit que ce sont les barrages qui faisaient qu'à force de payer sur la route, arriver ici, les bagages deviennent plus chers. Mais aujourd'hui, on a dit que les barrages ont diminué. Une des raisons de la surenchère, le transport. Les pistes sont généralement de mauvaise qualité. Les camions ont du mal à arriver au lieu de groupage des produits borchants. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la négociation du prix entre le commerçant et le transporteur va aller très vite à l'avantage du transporteur. Le transport coûte très cher. Pour qu'une femme puisse envoyer sa production sur Abidjan, elle peut payer par mois 400 000 par mois, 1 million dans le transport. Exemple comme ça, pour ceux-mêmes qui emmènent de l'oignon du Niger, exemple quand le transport peut coûter 2 500 000, 2 700 000. L'OCPV, l'Office de commercialisation des produits vivriers, s'attelle à trouver une piste de solution à cet état de fait. On peut avoir de la quantité, on peut avoir de la qualité, mais si on n'a pas un prix qui est accessible, malheureusement, les ménages ne peuvent pas s'approvisionner. On a besoin de retravailler avec, bien évidemment, les coopératives pour revisiter toute la structure de prix, de sorte à ce que les produits arrivent à des prix accessibles aux ménages. La sécurité alimentaire est certainement à ses prix. La durabilité des systèmes de production, l'actualité 2013 de la Journée internationale de l'alimentation va se structurer à Boisflé dès ce samedi 19 octobre. En plus des décisions déjà prises par le gouvernement avec le PENIA, Programme national d'investissement agricole. 4 jours après la fête de la Tabaski, sur les packs à bétail, pas grand changement. Les clients attendus n'ont pas répondu à l'appel. Les explications de Thomas Gessambi.
Approvisionné plus qu'il n'en fallait cette année pour la célébration de la Tabaski, le marché de bétail du district d'Abidjan, on aurait dit, n'a pas trouvé client. Les vendeurs de bétail, pour la plupart venus des pays de l'Interland, repartent avec leurs bêtes. Je n'ai pas pu vendre, donc je me suis là chargé pour retourner. Un camion prend 300 têtes et les enclos ne pouvaient contenir que 80 têtes. Donc il fallait pour un camion avoir 3 enclos pour pouvoir loger son bétail, ce qui revient à 540 000 francs pour un opérateur. C'était trop. Ils sont plus d'une centaine dans la banqueroute. Leur recours avant l'ultime décision qui serait de tourner dos au marché ivoirien, les organisations professionnelles proches de l'activité. Cette année, les gens n'ont pas pu acheter des moutons puisque les prix étaient élevés. Et ces commerçants du bétail viennent de nous donner les détails de tout ce qu'ils ont enduré au niveau de l'abattoir de Port-Boué. À l'arrivée seulement, on leur a demandé de payer 180 000 francs pour la location de l'enclos. Cela relève du racket, il faut le dire, parce que ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. En tout cas, vendeurs et acheteurs se redonnent rendez-vous l'année prochaine, toujours avec pour arbitre du marché le pouvoir public. Les ONG du secteur de l'environnement ont décidé de lutter contre l'insalubrité. Ces ONG ont rencontré à cet effet le ministère de l'Environnement pour tracer les signaux d'une nouvelle plateforme de collaboration. Les détails avec Patricia Oumouitia. Les organisations non gouvernementales sont fortement mises à contribution pour la sensibilisation et l'éducation des populations, notamment dans les programmes de salubrité urbaine, de promotion du développement durable et de protection de l'environnement. Nous pensons qu'avec les sachets plastiques, nous pouvons, disons, faire des pavés de terre parce qu'il y a du sable. Avec le plastique, quand on le transforme, on peut, disons, obtenir des briques, des pavés que nous pensons, disons, à terme pouvoir, disons, réaliser grâce à ce système. Nous essayons avec les mairies de pouvoir trouver des sites de gestion des déchets. Pour renforcer leur efficacité, plus de 500 ONG intervenant dans le secteur de l'environnement ont répondu présentes à l'appel du ministre de l'Environnement. Ces organisations veulent partager la nouvelle vision d'un partenariat durable afin d'établir une plateforme de collaboration. Lorsque vous serez sur le terrain, lorsque vous vous mettrez à travailler, lorsque vous allez sensibiliser les Ivoiriens, je vous assure que très rapidement, beaucoup de nos problèmes seront résolus. Parce qu'en fait, le problème de l'environnement en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière de conservation des ressources naturelles, en matière de pollution, et que sais-je encore, c'est d'abord un problème de comportement de l'Ivoirien. La mission principale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est d'assurer un environnement sain, promouvoir le développement durable et mettre en œuvre la politique nationale de salubrité urbaine. Dans le domaine des médias, la soirée des Ebonies, c'est pour le 28 décembre prochain. Information donnée par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et c'était à l'occasion du lancement de la soirée des Ebonies hier à la Maison de la Presse au Plateau. Cette année encore, le Super Ebony aura droit à une villa en plus des lots des sponsors, nous dit Eman Niamien. Le successeur de Marcelinho pour Super Ebony 2012 sera connu le 28 décembre prochain à l'occasion de la soirée des Ebonies. D'ores et déjà, les journalistes désireux de participer au concours du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2013 peuvent déposer leurs différentes productions au secrétariat de l'UNJCI à la Maison de la Presse au Plateau, et ce du 18 octobre au 18 novembre prochain. Chaque candidat devra déposer 3 reportages, 3 enquêtes et 3 interviews. En plus des prix traditionnels que sont le prix de la presse écrite, de la radio et de la télévision, s'ajoutent 5 nouveaux. Nous avons le prix Diego Bailly, ça existe depuis toujours, le prix Jérôme, le prix Jean-Pierre Ayer, le prix Joseph Diomandé. Ça, c'est les prix traditionnels institués par l'UNJCI. Mais depuis l'année dernière, nous avons le prix Nadir Rayes. Et cette année s'ajoute le prix du meilleur journaliste culturel. Pour l'édition 2013 de la soirée des Ebonies, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire annonce des innovations. Cette année, nous allons recevoir le directeur général du journal Le Monde, M. Louis Dreyfus, qui a accepté de venir à Abidjan. Également, nous recevrons comme invité spécial le président de la Fédération internationale des journalistes
c'est M. Jim Boumela. Donc nous l'attendons également à Abidjan. Et au niveau des autres innovations, nous avons de nouveaux prix sectoriels, comme le prix du meilleur journaliste culturel qui est offert par le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Banama Maurice. Le Super Ebony aura, comme les éditions précédentes, en plus d'un lot de sponsors, une villa. 12e congrès ordinaire du syndicat national des agents de banque et établissements financiers et assurances de Côte d'Ivoire. Objectif, ouvrir de nouveaux chantiers pour un meilleur positionnement de la banque. Patricia Oumouetia. Le syndicat national des agents de banque, établissements financiers et assurances de Côte d'Ivoire veut amorcer un nouveau virage pour la redynamisation de ses activités. Ce 12e congrès ordinaire du SINABE FACI a pour but de passer au peigne fin toutes les activités, indique le secrétaire général sortant de l'organisation, qui veut insuffler un nouvel élan, un dynamisme nouveau. Il faut que nous fassions l'union pour ramener tout le reste à adhérer à notre organisation pour que nous soyons syndiqués à 100%. Qui dit travail, il y a toujours des conflits, des malentendus. Donc c'est un cadre pour régler ce genre de problèmes. Pour M. Yao, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, il faut assurer et améliorer le taux de bancarisation dans notre pays et mettre en œuvre plusieurs réformes pour redynamiser le secteur bancaire. Le secrétaire général sortant du syndicat national des agents des banques, établissements financiers et assurances de Côte d'Ivoire a été réélu à la tête du SINABE FACI pour un deuxième mandat de 4 ans. Côte d'Ivoire Tourisme va organiser la 2e édition de l'Éductour pour mettre en lumière certains sites touristiques du pays, dont le parc national de Taï, classé patrimoine mondial. Patricia Oumouetia, une fois encore sollicitée. Côte d'Ivoire Tourisme est l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire. La structure organise un Éductour. 12 professionnels allemands du tourisme sont invités à explorer les différents attraits de la destination Côte d'Ivoire et à expérimenter la diversité de l'offre. Avec ce 2e Éductour, c'est un programme complet constitué de diverses activités telles que la découverte de la faune et de la flore au parc national de Taï. San Pedro, Soubré, Yamoussoukro constituent les différentes étapes de cet Éductour qui débute le 19 octobre pour prendre fin le 26 octobre prochain à Abidjan. Pratique coupable, c'est le titre du téléfilm projeté par l'Association internationale de lutte contre les violences et l'Association pour la protection des droits de l'enfant. Objectif, lutter contre les violences faites aux femmes et à la petite fille. Ces organisations de la société civile entendent à travers ce film sensibiliser les populations à la promotion des droits humains. Les violences basées sur le genre constituent un réel fléau social et de santé publique. Selon le rapport mondial sur la violence, plus de 79% des femmes sont maltraitées ou assassinées par un partenaire masculin. En Afrique, les mariages forcés liés à la tradition sont pour la plupart source de violences basées sur le genre. Cette coutume-là, je pense qu'on doit annuler ça parce que ce n'est pas normal. La femme a aimé son mari puis se sont mariés. Donc après son défunt mari, elle peut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais pas avec le frère de son mari. L'Association internationale de lutte contre les violences et l'Association pour la protection des droits de l'enfant entendent lutter contre ce phénomène. Le moyen utilisé, un téléfilm. L'idée nous est venue de capitaliser tout cela, de montrer tout cela à travers un film où on fait ressortir les émotions, la souffrance des victimes. Mais en même temps, on touche du doigt tous les aspects, toutes les questions ou du moins nos pratiques qui entravent gravement les droits des femmes. Ce film retrace les difficultés de la veuve Koro, mariée selon la tradition contre son gré au frère de son défunt mari. Ses 3 petites filles et elle subissent toutes les pires formes de violence. Une histoire poignante vécue difficilement par les acteurs. Quand j'ai incarné le rôle, une patronne qui maltraite vraiment sa servante, ça m'a beaucoup fatiguée quand j'ai joué. Ou m'ont violée, ça m'a touchée. Ce chef-d'œuvre est une compilation des 2 premiers épisodes de 26 minutes pour sensibiliser, mais aussi pour dénoncer ces pratiques. Commentaire Hamza Diaby. Et hors de nos frontières, en Guinée, le parti au pouvoir et ses alliés ont remporté les législatives du 28 septembre dernier, selon les résultats publiés vendredi soir à Conakry par la commission électorale et aussitôt rejetés par l'opposition qui les a jugés irréalistes. Le chef de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Saïd Djinit, facilitateur international du dialogue en Guinée, a appelé samedi à la sérénité après la publication de ces résultats provisoires, accordant
la victoire au pouvoir. D'autres faits marquants de l'actualité sur le continent. Commençons par l'actualité au Tchad. Tchad, 184. Le Tchad entre au Conseil de sécurité pour la première fois de son histoire. Un vote à l'Assemblée générale de l'ONU jeudi. L'institution renouvelait 5 des 10 sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité. Leur mandat est de 2 ans. Le Tchad l'effectuera aux côtés du Nigeria, autre pays africain élu. Surveillance renforcée autour de l'enclave espagnole de Ceuta. Jeudi matin, un groupe de plusieurs centaines de migrants africains a essayé de forcer le passage vers cette porte d'accès vers l'Europe, située au nord du Maroc. D'autres tentatives moins spectaculaires avaient eu lieu la veille. Toutes ont été repoussées par les forces de l'ordre marocaines. 7 gardes ont été blessés lors d'affrontements avec les migrants. Clé Bibidje a quitté en appel. Ce rappeur tunisien avait été condamné fin septembre à 6 mois de prison ferme pour outrage à fonctionnaire, atteinte aux bonnes mœurs et diffamation. En cause, cette chanson, Boulissia Kleb, traduisait Les flics sont des chiens, chantée avec un autre rappeur, Weld El 15. La condamnation de ces 2 rappeurs avait nourri les craintes pour la liberté d'expression en Tunisie, poussant Weld El 15 à se cacher. Et en France, les lycéens se mobilisent contre l'expulsion d'une famille en situation irrégulière. Des images pour en témoigner. Ils étaient plusieurs milliers de lycéens à manifester dans les rues de Paris pour réclamer le retour en France de Kachik et de Leonarda, 2 élèves en situation irrégulière. L'un a été renvoyé en Arménie, l'autre au Kosovo, expulsé avec les siens. C'était quelqu'un qui travaillait, c'était pas quelqu'un qui voulait embêter les gens, quoi. On s'est senti concerné par ce qui est arrivé aux 2 jeunes arméniens et kosovars qui ont été expulsés dans la semaine. On a vraiment été révoltés par ce qui s'est passé, on trouve que c'est honteux et on les soutient vraiment activement. La jeune fille rome de 15 ans a cristallisé les indignations. Devenue figure emblématique malgré elle, elle est aujourd'hui désemparée à Mitrovica, dans un pays où elle ne parle pas la langue. Pour elle, son pays, c'est la France. Ma maison, elle n'est pas là, ma maison, elle est en France. Parce qu'en France, j'ai tout, j'ai tous mes amis, mon petit ami, mes professeurs, mon école, mon avenir, tout en France. Mais ici, non, j'ai rien ici. Le père de Leonarda a avoué avoir menti aux autorités françaises sur les origines kosovares de sa famille, dans l'espoir d'augmenter ses chances d'obtenir les droits d'asile en France. Aucun de mes enfants ni mon épouse ne sont nés ici. Je peux comprendre qu'ils ont envie de m'expulser, mais pourquoi toute ma famille ? Avec l'affaire Leonarda, le ministre de l'Intérieur est devenu très impopulaire auprès des jeunes. La crainte d'une étincelle lycéenne qui pourrait mettre le feu aux poudres n'est pas traitée à la légère par le gouvernement. Un gouvernement sous le feu des critiques, à la fois de l'opposition, mais aussi de son propre camp. Alors en fonction des résultats de l'enquête, je prendrai toutes les responsabilités qui s'imposeront le moment venu. Et s'il y a eu faute, l'arrêté de reconduite à la frontière sera annulé. Pour la majorité des Français, le président de la République va devoir trancher. Pour les uns, empêcher le retour de Leonarda serait considéré comme être le fossoyeur de liberté cher à la gauche. Pour les autres, accepter son retour serait une incitation à l'immigration illégale. Dans les 2 cas, il y aura des mécontents. Et aux dernières nouvelles, le rapport de l'inspection générale des services indique que cette expulsion de Leonarda Dibrani et de sa famille est conforme à la réglementation, mais les forces de police n'ont pas fait preuve de discernement nécessaire. Et le président français François Hollande propose à Leonarda de revenir en France, mais seule. L'adolescente a immédiatement fait savoir qu'elle n'abandonnera pas sa famille. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour le Libéria ce matin. Il va prendre part à la rencontre quadripartite Côte d'Ivoire-Libéria ONU-Siminul qui se tient ce jour à Zouédrou, localité située à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le sommet de Zouédrou va donc favoriser le retour des Ivoiriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre. Encore 50 000 réfugiés ivoiriens sont au Libéria. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.